Bon, eh bien, ça n'aura pas été simple à faire cette vidéo. Oh que non. Mais Beaucoup de préparation. Exactement, beaucoup de préparation. Mais Ça, il faut pas dire ça parce qu'après ils vont dire attends, tout ça pour ça. On a fait de notre mieux, évidemment. Vous, si vous avez cliqué, vous l'avez vu. C'est le mercato parfait, notre mercato parfait. Voilà pour le Paris Saint-Germain. Alors, petit disclaimer. C'est un mercato parfait, mais on a essayé d'être le plus réaliste possible par rapport aux dernières informations qui ont pu sortir, par rapport aux besoins du PSG, etc. Donc, il y a certains noms qui ne vont pas ressortir et pourtant qui feraient beaucoup de bien sur Paris Saint-Germain, mais c'est comme ça. On va dire réaliste, mais optimiste quand même. Exactement. Il y a des joueurs, bon, je suis pas sûr qu'ils vont signer, mais en tout cas, soit ils sont sur le marché, soit c'est à peu près réalisable selon nous. Et c'est aussi ce qu'on veut, ce qu'on aimerait pour le PSG. Exactement. Voilà. Déjà, n'hésitez pas, je vous le dis en début de vidéo, mais c'est important à vous abonner, à mettre le petit like, la cloche, etc. C'est important. L'objectif, les 100K, vous le savez. Et on peut se fixer un petit objectif de like. Combien, Théodore ? Allez, 2500, grand minimum. Rendez-nous heureux, s'il vous plaît. Mais d'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui peut motiver aussi nos chers abonnés. On a un cadeau pour vous, effectivement. Le nouveau maillot du Paris Saint-Germain est sorti et on veut vous le faire gagner. Alors pour participer à notre concours, c'est très simple. Le petit like, le petit abonnement et vous nous donnez une note dans les commentaires à notre mercato. Tout simplement. Exactement. Voilà, qu'elle soit mauvaise ou positive, vous serez tiré au sort. Plus la note du mercato est bonne, plus vous avez de chances de gagner aussi. Je viens de dire l'inverse. Mais... Notez bien. Voilà, en tout cas, c'est pour vous remercier exclusivement pour votre fidélité et tout. Donc, pour un cadeau de fin de saison, voilà, on s'est dit pourquoi pas vous offrir votre maillot et donc ça nous fait plaisir. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On commence par le poste de gardien de but. Bon, évidemment. C'est mon étape préférée. Là, on va kiffer. C'est là où il y a le plus de surprises en plus. Là, il y a le départ. Il y a évidemment Keylor Navas, donc qui va quitter le Paris Saint-Germain. Le Tellier aussi. L'arrivée, donc, c'est fait. En tout cas, ça a l'air d'être fait. Visiblement, ça va se faire. C'est Safonov, donc, qui vient de Krasnodar, qui devrait arriver au Paris Saint-Germain pour 15 millions, plus 5 millions d'euros de bonus. Donc là, on n'a pas eu trop le choix. Voilà, c'est le seul poste où, c'est déjà presque acté. Voilà. Non, mais comme on le disait en préambule, on a été aussi dans le réalisme dans ce mercato-là. Donc, l'info est tombée, on fait avec. Exactement. 15 millions plus 5 millions d'euros de bonus. Ça devrait être un numéro 2, numéro 1 bis, on sait pas trop. Un bis. Moi, je le place en 2 bis. Hein. Vu ce que j'ai vu de lui, vu les chiffres qu'il présente, je le place en 2 bis. Voilà. Non, on va quand même donner un peu plus de respect à Arnaud Tenas. On va peut-être faire confiance à la cellule de recrutement de Luis Campos, mais moi, j'ai du mal à comprendre. Tout est flou par rapport à ce transfert. Pas tant que ça, parce que je pense que moi, je trouve pas ça déconnant. Je trouve pas ça déconnant parce que, encore une fois, tu es dans une situation où tu vas chercher un gardien de but. Aujourd'hui, le marché des gardiens de but, il est compliqué. T'as pas tant de gardiens de but qui sortent du lot. Tu vois, t'as juste Thibaut Courtois et encore, il est même pas sélectionné avec la Belgique pour l'Euro. Donc, derrière, il y a pas grand chose. Et indéboulonnable au Real. Mais regarde Alounine, il vient de nulle part et pourtant il s'impose. Okay, ça fait un moment qu'il est au Real. T'as pas besoin de mettre 15 millions dans le championnat russe pour un inconnu. Oui, il est, de ce qu'on peut lire, est-ce que les premiers retours qu'on a eu quand on a demandé, il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens, si ce n'est le meilleur gardien du championnat russe. Les experts là-bas, ils sont même eux-mêmes étonnés d'être liés au Paris Saint-Germain. C'est pas qu'ils sont étonnés, c'est qu'ils se disent effectivement, c'est un sacré step, mais en même temps, il a le talent. Meilleur gardien du championnat russe, je crois qu'il a plus de 270 matchs joués et il s'est pris plus de 230 buts. Inquiétant. Tu pourrais te dire, on le connaît pas et tout, mais si ça colle aux caractéristiques qu'on cherche, pourquoi pas. Là, les experts justement du championnat russe le décrivent comme très bon sur sa ligne, mais pas particulièrement à l'aise au pied. Ça nous rappelle notre propre gardien. Alors, sauf que si j'ai du mal à comprendre. Si je peux défendre, encore une fois, quand on l'a vu contre Dortmund, contre Barcelone ou contre Lyon récemment, le problème c'était pas le jeu de Donnarumma. Le problème c'était les sorties aériennes. Or, visiblement, ça a l'air d'être un des points forts de Safonov, c'est justement d'être un gardien qui arrive à sortir, qui est bon avec ses mains. Et on l'a vu justement dans ces matchs-là. Le problème, c'était pas le jeu au pied de Donnarumma. Et en soi, moi, c'est un gardien qui sort, un gardien qui n'a pas peur. Il est capitaine, de son club à Krasnodar. Bon, écoute, moi, je trouve pas ça déconnant. Je me dis que c'est un mec qui peut essayer de s'imposer. Pour 15 millions, un peu plus 5 de bonus, c'est à peu près le prix. Moi, j'attends de voir. Passons à la défense. Donc, dans les ventes, on a placé dans les ventes Milan Skriniar, qui s'est pas imposé, qui a beaucoup de mal physiquement. Toi, tu gardes Milan Skriniar? Non, mais on est entre réalisme et ce qu'on veut. Et moi, je pense que Milan Skriniar, après une seule saison au PSG, ne partira pas. Mais est-ce que tu veux je pense pas qu'il partira non plus. Mais ce qu'on veut dire, c'est que s'il y a un bon de sortie, ouais, bien sûr, c'est important de préciser tout, toujours. On est entre les deux. Donc, moi, je pense qu'il ne partira pas, mais effectivement, dans un mercato idéal, il faut le faire partir. Voilà, pour 5 millions d'euros. Colin Dagbach qui revient de près. Je pense qu'en plus, il a fait une saison, il est champion de Ligue 2 avec Auxerre. Donc, je le vois être vendu pour 5 millions d'euros. Juan Bernat qui est en fin de contrat en 2025, si je dis pas de bêtises, mais qui a été blessé toute la saison avec Benfica. Je le vois un même genre de prêt, un peu, limite, on casse son contrat. À l'amiable, un peu, avec Ander Herrera. Même genre qu'Ander Herrera, exactement.
Voilà, je sais pas trop quelle est sa valeur aujourd'hui. Et dans les besoins du PSG, donc il y a un défenseur central et un défenseur droit. Pourquoi ? Parce que ça rentre aussi dans les ventes. Nordi Mukiele devrait être vendu pour 15 millions d'euros. En tout cas, c'est sa valeur. Il a failli être vendu à peu près pour le même prix l'hiver dernier du côté du Bayern Munich. Bon, l'évidence évidemment, c'est Achraf Hakimi, mais en doublure ou en tout cas en joueur qui pourrait le suppléer. On a imaginé un peu notre cher Maxwell, c'est-à-dire ce joueur qui a de l'expérience, qui fait pas de vagues, mais qui est toujours bon quand on fait appel à lui, qui arrive en fin de carrière, en fin de qui est remplaçant dans son club, mais qui peut apporter de loyaux services. Exactement, parce que Maxwell, quand il arrive, on rappelle que c'était le remplaçant du remplaçant au Barça, et finalement, on s'est rendu compte de son niveau. C'est un joueur qui a gagné beaucoup, mais qui, comme on l'a dit, on fait pas de vagues, qui apporte son expérience, qui apporte son professionnalisme. C'est un joueur donc fin de contrat. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert. Et c'est pour ça qu'on pensait à Lucas Vazquez, donc du Real Madrid, qui a 32 ans et qui va sur ses 33 ans. Contrat de 2 ou 3 ans. Voilà. Lucien Riquet le connaît. Il a pas mal enchaîné cette saison, enfin cette fin de saison particulièrement. Il est très bon dans cette fin de saison. Il sort d'un classico ultra réussi où il provoque un penalty, il marque un but, il a une passe, je sais pas si elle est décisive, mais au moins clé en fin de match. Un joueur polyvalent comme on les aime. Exactement, Lucas Vazquez. Moi, il y a l'aspect vraiment que tu recrutes pour le banc, et pour le coup, le truc que je souligne le plus, c'est effectivement qu'il fera pas de vagues. C'est un joueur quand même qui est réputé pour être irréprochable dans un vestiaire. Alors attention, là, il a répondu au tweet de la sélection pour l'Euro en mettant des petits emojis. Attention. Est-ce qu'on peut lui donner tort? Vu la saison qu'il fait, franchement, il aurait pu avoir une place pour l'Euro. Mais bref. En tout cas, au PSG, voilà, c'est un paramètre à souligner. Parce que tu le recrutes, je pense, en tout cas, et j'estime que ce serait un remplaçant. Et dans ce cas-là, il faut vraiment quelqu'un qui fait pas de vagues et qui accepterait son rôle sans causer du tort. Et je pense que c'est totalement le cas de Lucas Vazquez. Et en plus, il y a l'expérience, il y a le, c'est un joueur qui peut suppléer, c'est un joueur qui peut suppléer dans les gros matchs. Si Hakimi n'est pas là, moi j'ai pas peur avec Lucas Vazquez sur le côté. Exactement. C'est pas un mec que tu mets remplaçant et que tu dis c'est le remplaçant. Et il est remplaçant certes dans les faits, mais quand il rentre en jeu, tu vas pas forcément constater que c'est un remplaçant. Et à partir de là, forcément c'est intéressant. Petit bémol, juste, il faut le préciser, même si là on a misé sur une astuce fin de contrat. Il y a quand même beaucoup de rumeurs qui soulignent une prolongation. On est à ce stade du mercato idéal. Là, franchement, si tu fais le truc, moi, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, si tu places maintenant dans les négociations, c'est un joueur que tu peux faire. Ouais, exactement. En défense centrale, beaucoup de noms ont circulé. Beaucoup d'hésitations entre nous, on va pas se mentir. On a hésité entre 3 joueurs. Le premier, c'est, et tout le monde en parle, c'est les Niro. Le deuxième, c'est la petite folie de Théodore qui est Ibrahima Konaté, mais qui est beaucoup plus cher. Je pense irréalisable. J'aimerais beaucoup. Je trouve que ça serait le porte-étendard, on va dire, de notre projet au niveau de la défense. Ça serait le gros coup, mais très compliqué. Peut-être si Euro va à Liverpool et que tu le récupères derrière. Mais exactement. Voilà. Mais celui auquel on a imaginé, c'est Jean-Claire Todibo. Jean-Claire Todibo, qu'on a estimé à 40 millions d'euros avec bonus. Jean-Claire Todibo, donc 25 ans, défenseur central de Nice, qui connaît très bien la Ligue 1, qui est international français, qui n'attend qu'une chose, c'est justement passer ce palier, de passer de Nice, donc justement, à un club qui va jouer la Ligue des Champions de manière régulière. Pour moi, c'est un mec rugueux sur le terrain, c'est un mec qui est pas maladroit avec ses pieds, qui est rapide, bon de la tête. Franchement, défenseur moderne, et c'est ce dont a besoin le PSG, ce que recherche en tout cas Luis Enrique. C'est un joueur qui a pas de souci à aller chercher son vis-à-vis très haut sur le terrain. On a vu ce que ça a donné le duel entre Lucas Beraldo et Lewandowski. Je pense que si tu mets Jean-Claire Todibo à la place de Beraldo, c'est pas la même chose, parce que justement voilà, il sait aller coller son attaquant et récupérer le ballon, et il sait quoi en faire une fois qu'il l'a dans les pieds, parce qu'il est pas dégueulasse à la relance, que ce soit par la passe ou par le dribble. Donc c'est super intéressant. Il sait aussi gagner des mètres balle au pied. Ça, c'est aussi important dans le profil d'un défenseur moderne. Connaît le championnat, comme tu l'as dit, et je pense en plus que c'est pas une folie sur le plan financier. C'est un été où on peut imaginer un départ dans tous les cas. Bien sûr. Alors à voir si côté Ineos t'as pas un deal avec Manchester United, je l'imagine bien là-bas. Effectivement, on parle beaucoup de Euro. C'est un joueur qui nous déplairait clairement pas. Mais voilà, on a du mal aussi à se dire, voilà, dans les 70 millions pour un joueur qui a 18 ans. Qui a fait une deuxième partie de saison assez compliquée, sachant qu'en plus, il y a des rumeurs qui disent que justement, il serait plutôt, il serait quand même en contact avec le Real Madrid, qui voudrait peut-être plutôt y signer là-bas. Voilà, il y a Liverpool aussi qui rentre dans la danse. Voilà, est-ce que alors vraiment, ça, pour le coup, c'est peut-être des signaux qui me disent ça a peut-être un crack à ne pas rater. Ça aussi. Je me dis que si le Real se met sur lui, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et c'est pour ça que, comme Théo l'a dit, moi, si on a mis Todibo, certes, on s'est mis d'accord là-dessus à 3, mais si Euro revient, il faut le dire aussi pour les gens. Bien sûr. Moi, je suis content personnellement. Évidemment. Mais après, voilà, il y a le tarif aussi derrière, et il y a aussi il faut prendre aussi conscience de l'inexpérience qu'il a. Il a à peine 18 ans. Todibo, il a quand même 25 ans déjà, il est déjà international. Donc c'est pour ça qu'on a se dire aussi qu'en soi, un défenseur central jeune,
en a Beraldo. Exactement. Et donc là, je trouve que c'est un juste milieu avec Todibo, en sachant qu'ensuite tu peux compter sur les retours de Kipembe, de Lucas Hernandez. Donc s'ils reviennent bien, et c'est ce que je leur souhaite, il va y avoir du monde. Ouais, il va y avoir de la concurrence. Mais les deux, je les aurais pris. Est-ce que je peux rajouter une piste? Ouais, vas-y. Moi, j'aurais mis une petite mention honorable pour Jonathan Tah. Jonathan Tah, on en parlait avec Théodore en off, et je pense qu'il sort d'une très bonne saison du côté du Bayer Leverkusen, qu'il y est depuis 2015, donc il y a une sorte de chapitre peut-être à clôturer sur une bonne note pour lui au Bayer Leverkusen. Il a 28 ans, on a vu? Ouais, 28 ans, et il lui reste, c'est ça. Et le Bayer Leverkusen a été assez clair avec ça. Ils le laisseront pas partir libre. Il y a un intérêt du Bayern, et ils se disent que pour le Bayern, ce serait 40 millions d'euros, alors que pour un club en dehors de Bundesliga, j'avais pas forcément le tarif, mais je pense que c'est un joueur qui impose sur le plan physique. Et 1,95. Et ça pourrait être super intéressant. On parlerait peut-être de la taille de Milan Skriniar, mais lui, en tout cas, il sait l'utiliser, sa taille. Et si on fait les petites mentions Nora, moi, justement, je pensais à un joueur, c'est Calafiori, qui est le défenseur central de Bologne. Excellente saison. Il a été présélectionné là pour l'Euro. Il va normalement signer du côté de la Juve avec Thiago Motta, qui a été son coach donc à Bologne. Franchement, défenseur central gauche, qui est capable aussi de jouer latéral gauche. Qui était latéral gauche, qui était latéral à la gauche Roma, de formation. Avant de se faire les croisés. C'est le petit bémol, même si aujourd'hui il se blesse plus, il est bien revenu. Et franchement, il fait une grosse saison, et suivez-le. Franchement, moi, je l'aurais adoré de l'avoir. Malheureusement, je pense que c'est un peu. Ça joue au ballon, voilà. C'est costaud. Ouais. 1m88, costaud, voilà. Vraiment Calafiori. Faut savoir qu'à la base, vu qu'on réfléchit cette vidéo depuis un moment, il était dans la compo, dans le mercato parfait. Sauf qu'il y a des rumeurs insistantes du côté de la Juve, donc. C'est compliqué. Voilà. Au poste de latéral gauche. Alors, on a pensé effectivement à des joueurs pour suppléer Nuno Mendes, qui est quand même fragile. On a pensé à Madsen, qui a une clause à 40 millions d'euros, qui pourrait être une bonne doublure, mais j'ai envie de dire que mais c'est un peu compliqué par rapport au reste, enfin d'un point de vue financier, mais aussi t'as des joueurs derrière, t'as Beraldo qui peut jouer à gauche, t'as Lucas Hernandez quand il reviendrait qui peut jouer à gauche, il y a Yoram Zag aussi, visiblement Luis Enrique lui donne de la confiance, et en plus je trouve le club aussi, puisqu'il a signé son contrat. Exactement, et il fait des minutes plutôt convaincantes, donc on s'est dit, est-ce que tu rajoutes Madsen là-dedans? Je sais pas trop. Mais alors Madsen, je sais pas, parce que 40 millions d'euros, et en plus là on se base sur une demi-saison, et ce qui nous a fait très mal. Il faut le dire, j'étais totalement contre. Mais Madsen contre. Ouais, justement, moi aussi contre, parce que moi, j'aime bien, moi. Parce que c'est cher, et que pas assez de aucune garantie là-dedans. Aucune garantie. Voilà, il a pas réussi à s'imposer à Chelsea, c'est pour ça aujourd'hui qu'il se retrouve à Dortmund. Il fait 6 bons mois, très bien, et après voilà. On lui donne une dernière saison, tiens, t'as les clés. Et si tu nous rends pas cette confiance, on ira chercher le futur Roberto Carlos. Moi, j'avais pensé à un joueur qu'on a rencontré, qui paye pas de mine, mais qui peut être sympa en prêt, Rafi Galan, qui a une belle qualité de centre, du côté de la Real Sociedad, qui est prêté par Atlético. Donc voilà, il y a des petites astuces à faire. Équilibre financier, parce qu'il y a du lourd qui arrive après, rester jusqu'à la fin de la vidéo. Au teasing. Au milieu de terrain, donc. Ah là, ça devient sérieux, les amis. Bah ça devient sérieux. Il y a du lourd. Vous avez prévenu, il y a du lourd. Il y a du lourd. Mais pourquoi? Parce que pour nous, c'est la priorité. Ça fait trop d'années que le Paris Saint-Germain galère au milieu de terrain. Ça fait trop d'années qu'il y a des incertitudes à ce poste. Ça fait trop d'années que le PSG n'a pas vraiment investi sur des joueurs, des valeurs sûres, des joueurs qui peuvent t'apporter tout de suite, des joueurs qui restent jeunes, mais qui en même temps qui peuvent tout de suite être des véritables plus-values indiscutables, sachant qu'en plus avec le jeu de Luis Enrique, le milieu de terrain, ça a son importance, ça a énormément d'importance. Donc on a pensé à un 6. Évidemment, les rumeurs te disent que Luis Enrique chercherait un milieu de terrain devant la défense, mais où le physique serait pas très important, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un bagarreur, il a besoin surtout d'un regista, un joueur qui est capable de casser des lignes par la qualité de passe, par la qualité de dribble. Et donc c'est pour ça qu'on a pensé à Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, milieu de terrain du FC Barcelone, le Barça qui a besoin aussi de vendre. On l'a estimé on a mis en tout cas 85 millions d'euros, mais plutôt à 75 millions plus 10 millions d'euros de bonus. Mais dites entre 70 et 80. Entre 70 et 80. Déjà, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport au profil recherché. Ouais. Je pense que cette saison, on a eu pas mal d'éléments de réponse, parce qu'on a quand même mis un beau chèque sur Manuel Ugarte. Exactement. Et finalement, il se retrouve sur le banc. Et l'élément de réponse que j'ai tiré, moi, c'est tout simplement que Luis Enrique a besoin d'un milieu de terrain, certes, mais qui peut récupérer, mais qui aussi sait jouer au ballon. Je pense que c'est la qualité. Dans l'esprit, Vitinha qui a fait une super saison à ce niveau-là, mais bien sûr, selon les dernières rumeurs, mais il faut encore Vitinha serait monté d'un cran, et du coup, il faut chercher un autre gars qui a du ballon. Il faut garnir ce milieu de terrain, mais je pense vraiment que la réponse, moi, que j'ai tirée du traitement de Manuel Ugarte, c'est que même si on a mis 60 millions pour toi,
tu joues pas au ballon comme j'ai envie que tu joues au ballon, et donc j'ai besoin vraiment de ce profil que tu as décrit, Regista, qui sort le ballon, qui casse les lignes, qui peut être bon par la passe et par le dribble. Et du coup, c'est pour ça qu'on a pensé. C'est complètement Luis Enrique compatible. C'est le profil qui est parfait pour un Luis Enrique, un Frenkie de Jong qui va être une espèce de machine à laver, c'est-à-dire te transformer en ballon sale en un ballon tout propre, tout beau, pour justement le distribuer. Tu vas pas lui prendre le ballon, lui, dans les pieds. Clairement pas. Alors, beaucoup vont dire, oui, il sort d'une saison où il a été beaucoup blessé. C'est vrai, cette saison, il a disputé que 30 matchs, mais la saison d'avant, il a disputé 43 matchs, la saison d'avant encore 47 matchs, la saison encore d'avant 41 matchs, la saison encore d'avant 42 matchs. Bref, j'ai l'impression que ça a été une exception, malheureusement une parenthèse désenchantée, j'ai envie de dire, du côté du Barça. Et en plus, on l'a vu avec Ousmane Dembélé, les traitements des blessures au Barça, c'est pas dingue. La parenthèse désenchantée à 30 matchs, ça va. On a vu pire. Il a joué la moitié des matchs. Mais c'est ne serait-ce que chez nous. Des moments clés quand même où il se blesse. Bien sûr, mais c'est une fois dans sa carrière, ça peut arriver. On a vu pire, ne serait-ce que chez nous encore une fois. Oui. Mais moi, Frenkie de Jong, il enchaîne les petits pépins quand même, même s'il a des saisons, vous l'avez dit, qui sont assez complètes. Moi c'est ma seule retenue par rapport à lui. J'espérais qu'on a un beau staff médical vu la saison malheureusement quasi complète de Lucas Hernandez et complète de Ousmane Dembélé. Donc ça s'est amélioré à ce niveau-là, alors qu'au Barça ça fait un moment que c'est assez compliqué. Et c'est quand même ma petite retenue par rapport à lui, parce que à part ça, c'est vraiment un joueur c'est le joueur parfait que j'adore. On t'a donné les chiffres là, t'es pas convaincu? Non, malheureusement non, parce que je suis convaincu. C'est un joueur que j'adore, et limite quand je le vois jouer au Barça, je me dis quel gâchis. Enfin, désolé nos amis ou pas barcelonais, mais je me dis vraiment ce joueur, je veux le voir ailleurs. Ouais, je suis d'accord. Donc si avec ça peut être un bon entraîneur, avec bien entouré et tout, je suis d'accord. Grosse expérience, parce qu'on parlait d'entourer les joueurs. On a souvent eu le cas avec Marco Verratti. Il est seul au milieu, il faut l'entourer. Là, je pense pour le coup que tu ramènes un joueur quand même qui a pas mal d'expérience. Vitinha commence à gagner la sienne. À côté, t'as un petit jeune, Zaïre Emery, et d'autres noms que tu vas citer juste après. Donc je pense qu'en termes de entourer, on répond totalement à la problématique. T'as un joueur qui peut jouer 8 aussi, tu peux redescendre Vitinha selon les besoins, selon les blessures, et qui peut dépanner même central. Voilà, exactement. Clairement. Et donc voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu prendre Frenkie de Jong, donc, devant la défense. Deux autres noms aussi, on a hésité. Le premier, nous, c'était vraiment notre priorité à tous les trois, c'était Bruno Guimaraes. Alors Mehdi, non, lui, il était depuis le début sur Frenkie de Jong. Même quand c'était pas mort pour Guimaraes. Moi, c'était mon plan A, Guimaraes. Pour moi, c'était la solution. Et parce que par rapport aussi à un Frenkie, c'est un joueur qui se blesse pas. Exactement. Et qui est un peu plus jeune. Bon, qui est plus cher parce qu'il a une clause à 116 millions d'euros, mais visiblement, il serait pas dans les plans du Paris Saint-Germain. Il va s'installer avec Rodri à Manchester City, il va marcher sur l'Europe, avec l'attaque des Titans face au Real Madrid pendant des années, c'est super. On verra. Mais je suis d'accord. De toute façon, c'était Guimaraes, c'était notre plan A, en tout cas pour Théo et moi. Et l'autre joueur, qui a longtemps fait débat entre nous. On a longuement hésité, finalement, on l'a pas mis, mais c'est pas pour ça que s'il signe au Paris Saint-Germain, on serait contre. C'est un Joao Neves. Ouais. Joao Neves. Milieu de terrain aussi un 6, petit joueur, 1m74, rugueux, grosse technique, grosse capacité d'élimination. Joao Neves, c'est un profil qui est extrêmement intéressant. Alors, il a une clause qui est énorme, qui est 120 millions d'euros mise par Benfica. À voir s'il y a une négociable derrière ou pas. C'est Georges Mendes, peut-être que ça peut négocier. Oui, on l'avait gardé la semaine dernière. Sur le plan financier, j'ai l'impression qu'on est habitué un peu avec les clubs portugais et la connexion portugaise, effectivement, Luis Campos, Georges Mendes, etc. Mais après, en termes de profil de jeu, moi, je veux pas vous dire que je l'ai suivi toute la saison, ça serait faux. Mais du peu que j'ai vu de lui, je le trouve vraiment intéressant. J'ai vraiment l'impression que si on passe à côté, on va passer quand même à côté d'un crack, clairement. Mais j'ai ce gage expérience que j'ai vraiment envie d'avoir, valeur sûre, je l'ai souvent dit. Et tu l'as pas forcément avec Joao Neves. Ça veut pas dire qu'il faut pas le prendre, ça veut pas dire que c'est un mauvais coup si tu le fais. Mais voilà, je pense que dans la balance, moi, ça a fait Frenkie de Jong tous les jours parce que t'as la valeur sûre et parce que t'as l'expérience en plus. Et quoi qu'il arrive, si tu prends Joao Neves, je pense que juste au-dessus, il faut un gage d'expérience supplémentaire. C'est pour ça que le deuxième joueur, oui, parce qu'on va chercher du lourd au milieu de terrain, on l'a dit, c'est un poste la priorité clé pour le Paris Saint-Germain. La priorité, clairement. C'est la priorité depuis 2 ans. Depuis plus. Même je pense qu'on y pense depuis 2017, plus longtemps. Voilà, c'est Bernardo Silva. On va pas faire de petites présentations de machin. On va rentrer les pieds dans le plat. Bernardo Silva. Alors, les échos sont assez contradictoires parce que d'un côté, on dit qu'il a une clause qui est valable donc là cet été 2024. De l'autre côté, on a d'autres échos qui expliquent que en fait sa clause chaque été, valable, sa clause, elle recule. Je crois qu'on en parlait déjà l'été dernier. Exactement, devait être à l'été 2025. Le prix pour libérer en tout cas Manchester City, s'il n'y a pas la clause, ce serait aux alentours de 75 millions d'euros. Et oui, en fait, Bernardo Silva, il faut pas réfléchir, il faut le prendre. Alors. La question déjà, c'est Bernardo Silva, on est tous d'accord. Priorité absolue du PSG pour cet été ? Bien sûr. Priorité absolue.
Voilà. Priorité absolue parce que il a une polyvalence qui peut être plus qu'utile, parce que il a une expérience qui peut être plus il a l'état d'esprit, il a la technique, l'état d'esprit, il a un professionnalisme, il sait à peu près où il met les pieds, parce qu'il a déjà joué évidemment en France avec l'AS Monaco, donc il connaît le championnat. Il y a aussi des visages qui lui sont familiers au PSG, que ce soit les Portugais ou le directeur sportif, et il est totalement Luis Enrique compatible, et ça c'est vraiment à ne pas négliger, dans le sens où les derniers échos aussi autour du mercato nous parlent beaucoup d'un mercato qui ressemblera à Luis Enrique. Donc à partir du moment où il valide la piste, il faut évidemment courir. Et après, sur le plan financier, que ce soit une clause à 50 pour cette saison ou une clause à 75, j'en sais rien. Mais moi, voilà, je suis dans le truc de la qualité. À un moment donné, il faut la payer. Il y a évidemment des dossiers, on peut s'asseoir autour d'une table, réfléchir et négocier. Et à certains, il faut juste poser l'argent nécessaire. On est d'accord là-dessus, donc c'est pour ça qu'on l'a estimé à 75 millions d'euros. Et oui, Bernardo Silva, c'est un joueur qui est capable de jouer 8, qui est capable de jouer 10, qui est même capable de jouer ailier. C'est ça, ce qui va aussi influencer. Qui peut jouer milieu, voilà, milieu offensif, demi-espace. Alors la question, c'est que là, comme là vous voyez le mercato, vous vous dites où est Warren Zaïre-Emery ? Ça a été aussi un débat. Oui. Pourquoi ? Parce que Warren Zaïre-Emery, nous, on est parti du principe, et je vous laisserai la parole ensuite, qu'il a 18 ans, qu'il a fait certes 6 premiers mois excellents, les 6 seconds sont un peu plus compliqués de cette saison-là. Pourquoi ? Parce qu'il manque d'expérience, parce qu'il a aussi une blessure, parce que aussi ça manque peut-être de concurrence, de compétitivité. Et donc le problème, c'est que il est trop indispensable, et donc parfois on a besoin on a besoin de qualité à tous les postes. Et oui, alors Luis Enrique le répète, il n'a pas un 11, il a 20 joueurs. Et justement, on fait jouer cette concurrence avec 4 gros milieux de terrain qui pourraient tourner donc entre Zaïre-Emery, Vitinha, Bernardo Silva et Frenkie de Jong. On se posait la question pour Warren, parce qu'il y a peut-être une question de statut aussi. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Il a été prolongé à prix d'or. Il fait partie je crois que 7e meilleur salaire du jamais vu à son âge. Mais je pense que ça s'explique aussi sur le fait que Paris ne pouvait pas se permettre de perdre Kylian et Warren cet été, c'était pas possible. Donc ok pour le statut, mais derrière, si tu as un Bernardo Silva dans ton équipe en même temps que Warren Zaïre-Emery, qui tu mets titulaire ? Bernardo, tu peux aller le chercher. Oui, peut-être. Donc tu vas le chercher. Voilà, ça c'est aussi simple que ça pour moi. Déjà pour Zaïre-Emery, pour expliquer ces 6 derniers mois entre guillemets qui sont moins bien, t'as aussi le fait d'enchaîner tout simplement. Et à un moment donné, à 18 ans, effectivement, tu peux manquer de lucidité quand semaine après semaine, tu joues 2-3 matchs par semaine. Ça peut être un peu plus dur. Donc sur ça, on n'a pas forcément envie de lui en vouloir. Après, sur le joueur globalement, ça je vous l'avais déjà dit en off, moi je pense que c'est pas forcément un crack générationnel, que c'est un joueur précoce, qu'il est peut-être en avance par rapport aux joueurs de sa génération, mais c'est juste un bon joueur, voire un très bon joueur, et que tu peux continuer à travailler avec lui pour le mettre au plus haut niveau. Je dis pas qu'il est nul, attention, mais voilà. Après, sur dis même que c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Ouais, non, mais parce que et qu'il est en avance, donc il a le temps pour s'étoffer. Et ça va pas dire qu'il va pas jouer. C'est ce que j'allais dire. Et de l'autre côté, comme tu l'as dit, Warren Zaïre-Emery peut largement s'imposer, aller chercher une place de titulaire et mettre un de ses joueurs sur le banc. C'est ce qu'on se dit, c'est que il peut largement, Vitinha par exemple peut reculer. En gros, il y a une forme de polyvalence, je trouve, dans ce milieu de terrain. On peut s'adapter à tous les besoins, à toutes les phases de la saison, clairement. À tous les états de forme. Et avec Bernardo Silva, qui a priori on le met juste devant Warren Zaïre-Emery, c'est un joueur qui peut aussi jouer du coup en attaque, avec un Ousmane Dembélé qui peut-être ne jouera pas toute la saison. On souhaite le meilleur, mais un mec comme Manuel Ugarte, quand il commence la saison, c'est un titulaire. Ouais. Très bonne performance, il met tout le monde d'accord. Sauf qu'au final, il a fini comme un remplaçant. Et aujourd'hui, malheureusement, malgré son statut de remplaçant dans la seconde partie de saison, il fait quand même partie des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique cette saison. Parce qu'il a beaucoup joué en première partie de saison. Ce que je veux dire par là, c'est que Zaïre-Emery, on le met pas dans notre 11 là parce qu'il y a Bernardo qu'on recrute, nous, dans notre mercato idéal. Ça veut pas dire qu'il va jamais jouer. Évidemment qu'il aura un rôle dans la saison. Et un rôle important. Bien sûr, à la fin de la saison 2024-2025, peut-être que Zaïre-Emery, il aura quand même une vingtaine, une trentaine de matchs. Et pourtant, on l'aura quand même mis, nous, dans notre mercato idéal sur le banc. Ce que je veux dire par là, c'est que ça tourne et qu'avec Luis Enrique, il y a vraiment un truc de turnover, de concurrence que je trouve super intéressant et bénéfique. C'est pour anticiper la crainte des gens qui diront qu'effectivement, c'est triste de voir Zaïre-Emery, et en plus, on est d'accord là-dessus, parce que si on a fait un débat là-dessus en off, il faut le dire, c'est parce que effectivement, c'est un peu, pas dur, mais bizarre quand même de mettre Zaïre-Emery sur le banc alors que c'est le Titi, prolongation, etc. Donc, voilà. Il faut aussi répondre à ça. On peut faire la même chose avec Fabien Ruiz. Alors justement, l'effectif complet, en tout cas au milieu de terrain, donc Frenkie de Jong, Bernardo Silva, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Fabien Ruiz, Gabriel Moscardo, qu'on va découvrir, qui va être aussi une plus-value, on l'espère. Qui semble compatible aussi avec Luis Enrique et qui devrait du coup prendre la place d'Ugarte dans la rotation. Exactement. Et Ayman Kari, qu'on voit revenir, et on se dit pourquoi pas Ayman Kari. Parce que pareil, dans le profil, un petit peu plus haut, qui a du coffre, ça semble intéressant, on va surveiller sa pré-saison. Mais du coup, pour des joueurs comme Fabien Ruiz et
Warren Zaïre-Emery, même si on les place pas titulaires, je pense que c'est des joueurs qui collent bien aux idées de Luis Enrique. Je pense que même cette concurrence peut leur rendre service. Là, un Fabien Ruiz, je trouve que par exemple sur ce dernier match de Coupe de France, étincelant. J'ai trouvé très bon. Parce qu'il y a peut-être aussi cette idée de essayer de gagner sa place pour la saison prochaine. Zaïre-Emery, début de saison, étincelant aussi. Parce que qui aurait pu prédire qu'il allait être titulaire indiscutable. Et Warren, finalement, quand il a été installé dans un fauteuil, qu'il n'y a pas eu de concurrence, que limite on a accéléré sa rémission pour qu'il soit là en décembre, derrière, il enchaîne, il est moins bon physiquement, et il y a plus peut-être cette niaque aussi pour s'imposer en tant que titulaire. Donc là, je pense qu'on va retrouver ça. Donc ça dans les ventes, donc ça dans les achats c'est 160 millions d'euros d'achats, et en vente donc on n'en a pas encore parlé, mais dans les ventes on met Manuel Ugarte donc qui n'est pas Luis Enrique compatible, ça a l'air d'être une erreur de casting, ça remet pas en cause les qualités du joueur, mais je pense qu'il est juste arrivé avant Luis Enrique. Qui est arrivé avant Luis Enrique, c'est peut-être ça aussi, ça s'explique, et je pense qu'il peut s'éclater ailleurs. Je pense qu'il a encore une bonne valeur marchande, on l'a estimé à 40 millions d'euros. Renato Sanchez qui va revenir, on se dit à 5 millions d'euros, peut-être qu'un club mettra ce prix-là, et Carlos Soler. Alors il y a différents échos. D'un côté, on parle de prêt, mais de l'autre côté, en Espagne, on dit que certains clubs seraient prêts à mettre, je crois que c'est Arsenal qui serait prêt à mettre 15 millions d'euros pour le recruter. Je l'ai mis à 12 millions d'euros en vente, donc ça fait un total de 57 millions d'euros de vente pour 160 millions d'euros d'achat. Et avant de passer à l'attaque, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important, vous le savez. On l'a dit au début, mais là on le redit, c'est une grosse vidéo. Alors, en plus, on fait gagner un maillot, c'est quand même assez incroyable en commentant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner de la force, comme vous le faites au quotidien, mais là, c'est gratuit. En plus. Et ça fait plaisir. Énormément. Et on a fixé un objectif, les 2500 likes. Allez-y, bombardez les pouces bleus. Passons à l'attaque, et je sens qu'il va y avoir des surprises pour certaines personnes qui vont nous suivre. En tout cas, on se dit, on l'a vu avec Luis Enrique quand même, sans Kylian Mbappé, ça a pas mal marché. C'est assez complémentaire. On a vu un Barcola étincelant sur certains matchs. On voit Dembélé aussi s'éclater. On se dit, pourquoi est-ce que gâcher cette dynamique, surtout d'aller chercher des joueurs très chers? On parle de 100 millions d'euros au minimum pour aller imaginer un Osimhen, un Kvaratskhelia, plus de 120, un 120 pour les AO. Ce genre de joueurs où dans le fond, en fait, on n'est pas sûr qu'ils valent vraiment cet argent. Paris a déjà fait une erreur la saison dernière en allant chercher pour 90 millions d'euros, ce qui est trop cher aujourd'hui à Randal Colomoni, qui ne remet pas en cause ses qualités, mais c'est trop cher. Est-ce que Paris... Même Ramos trop cher, même si je l'aime Même bien. Ramos trop cher, 65 millions plus 15 millions de bonus. Même si c'est le marché, c'est cher. Mais c'est aussi parce que le marché, pour l'instant, est assez bloqué au niveau des neufs. Voilà. Aujourd'hui, même niveau des attaquants. En termes d'attaquants et en termes de talent pur disponible sur le marché, je pense que c'est compliqué d'aller chercher un joueur qui fasse l'unanimité et à qui tu peux mettre vraiment la blinde d'argent, 150 millions d'euros. Donc c'est pour ça que prenons la méthode Real Madrid, j'ai envie de dire, inspirons-nous du Real Madrid, c'est-à-dire attendre qu'il y ait vraiment ce crack qui sort, et là effectivement, et qui peut être disponible, et là tu mets l'argent. Comme ce qu'ils se font avec Mbappé quand ils attendent qu'il soit libre pour le récupérer, comme ce qu'ils ont fait avec Jude Bellingham pour aller le récupérer, ils ont payé plus de 100 millions d'euros ou un peu plus pour aller le chercher. Je pense que Paris devrait faire pareil. Donc c'est pour ça. Vas-y. Grosse différence avec le Real, je suis obligé de rebondir sur ta comparaison. Non, bien sûr. Eux, ils attendent avec Vinicius et Rodrigo. Oui, nous on l'attend avec Ramos et Colomani. Peut-être, mais ils avaient plus de 9 sans Benzema. Ils sont allés chercher Rossellou. Et ça a très bien marché. Oui, mais Rossellou, c'était le remplaçant. Ils vont aller chercher Bellingham qui a joué plus haut. C'était Vinicius qui a commencé à s'emparer de l'axe, et il l'a dit lui-même d'ailleurs, que c'était sa plus grande fierté de pouvoir évoluer aujourd'hui dans l'axe. Nous, on va devoir attendre avec qui? C'est ça le problème. On se dit, je dis pas que Barcola pourrait atteindre le niveau de Vinicius, mais Barcola, il a vraiment, je trouve, une belle marge de progression, et il peut devenir un joueur encore plus important. Moi, je pense qu'il faut lui laisser quand même du temps. Il faut lui laisser du jeu. Genre, je pense qu'il y a un vrai potentiel avec lui, et c'est pour ça que on va seulement chercher en attaque pure une opportunité de marché, un neuf, on va dire, mais qui peut être aussi polyvalent, qui peut jouer sur les côtés, qui sort d'une très bonne saison, qui a une clause qui est ridiculement basse, à savoir 12 millions d'euros, et on parle de Paolo Dybala. Voilà, Dybala en pointe, donc qui pourrait alterner avec Gonzalo Ramos, qu'on ne lâche pas Gonzalo Ramos, parce que quand même il a montré des choses intéressantes sur la deuxième partie de saison, et il est capable de marquer des buts. T'as deux profils différents. Exactement. Qui se complètent bien. Dybala qui peut jouer aussi faux neuf, ça peut plaire à Luis Enrique. Même si on lui colle souvent l'étiquette d'un joueur qui est fragile, qui se blesse souvent, il sort quand même de saisons assez complètes. Je sais pas si t'as ses stats sous les yeux. La saison dernière, il est à 39 matchs pour 16 buts et 10 passes décisives avec la Roma. La saison d'avant, il a 42 matchs, 18 buts, 7 passes décisive. C'est un joueur quand même qui joue saison complète. Là-dessus, c'est un joueur qui a un profil différent, qui a une qualité de jeu, qui est complètement Luis Enrique compatible, qui marque des buts, qui fait marquer des buts, et c'est un profil quasi parfait pour Luis Enrique. À seulement 12 millions d'euros avec sa clause.
franchement, il faut y aller, quoi. Il y a même pas à hésiter. Grosse expérience, valeur sûre pour moi en tout cas. Et des qualités totalement Luis Enrique compatibles, parce que c'est un joueur de ballon et parce que les deux attaquants qu'on a aujourd'hui, en tout cas les deux attaquants axiaux, je parle de Kolo Muani et Gonzalo Ramos, ne sont pas forcément les grands amis du ballon et ça s'est vu dans leur temps de jeu finalement. La réalité c'est que Mbappé a beaucoup fini dans l'axe et Barcola à gauche parce que il te manquait ce profil-là et je pense qu'aujourd'hui Dybala pourrait te l'apporter. Tu peux garder le ballon avec lui, tu peux accélérer le jeu, il peut marquer, il peut faire marquer. Moi je valide totalement, j'avoue que j'y avais pas pensé, c'est plus vous deux qui avez pensé. Et franchement, s'il vient, sans sauter au plafond encore une fois, mais je suis super content. C'est une belle opportunité de marché, aussi. Totalement. Et je te rejoins aussi sur tout à l'heure. Je disais attendre avec Vinicius et Benzema. Moi, je pense qu'attendre avec Barcola, ça serait aussi intéressant. Donc, si sur le flanc gauche, tu remplaces pas Kylian Mbappé tout de suite, immédiatement en 2024. Je suis pas dégoûté de partir avec Barcola titulaire. Loin de là, et bien au contraire même. Il a 30 ans à peine, Paulo Dybala. Il aura 31 ans à la fin de l'année. Donc là, il en a plus. 30 ans. Ma seule retenue, c'est peut-être dans le profil, surtout si t'as Bernardo Silva qu'on peut utiliser plus haut. Peut-être que les deux peuvent se marcher un petit peu dessus. Profils qui vont rentrer dans l'axe pour se mettre sur leur pied gauche. Il me semble que Dybala, ça a pas super bien combiné avec un Léo Messi en sélection argentine par exemple. 12 millions, c'est que dalle. Et enfin, c'est un joueur qui va te rendre plus que des services. C'est un excellent joueur et qui peut vraiment retourner le Parc des Princes. Enfin, il est une idole à la Roma. Il est parti aussi sous les hurrahs de la Juve. Franchement, Paulo Dybala, en plus, il peut jouer sur le côté aussi. Il peut jouer sur le côté, il peut dépanner, effectivement. Donc voilà. Et on pensait aussi, alors plutôt en milieu offensif. Alors, il peut aussi jouer sur le côté en étant ailier, mais il est plutôt un 8-10. C'est Désiré Doué. Voilà. Crack de la Ligue 1. On a raté Camavinga, j'ai envie de dire. Il faut pas rater Désiré Doué. Voilà. C'est ça. Et en plus de ça, comme tu parlais, il y a cette polyvalence. Aujourd'hui, on semble, en tout cas selon les dernières infos, faire une croix sur Xavi Simons. Moi, j'avoue que j'ai la comparaison facile entre les deux joueurs parce que je pense que c'est vraiment des profils très similaires. Et voilà, et il semblerait, en tout cas, selon. Alors, Xavi Simons peut jouer aussi faux neuf, ce qui ne peut pas trop faire Désiré Doué. Mais après, Désiré Doué est plus jeune, il a encore le temps d'étoffer sa palette. Il a été placé sur le côté gauche comme Xavi Simons l'a été. Il a déjà été placé dans le cœur du jeu comme Xavi Simons l'a été. Après, qu'il soit pas attaquant, non, bien sûr, mais c'est très grave. Pour préciser, c'est pour ça. Et après, selon des pistes et des infos un peu moins exhaustives, quand même, il semblerait qu'il ait quand même pas mal envie de rejoindre le club. Il a tenu une interview récemment. Il a dit que le joueur le plus impressionnant contre qui il a joué, c'était Kylian Mbappé, et ses deux idoles de jeunesse s'appellent Neymar et Messi. Ouais. Bon. Alors viens marcher sur les pattes des idoles et du joueur le plus impressionnant. Et Todibo est fan de Thiago Silva. Donc voilà, on a tout réfléchi. Il semblerait en tout cas, qu'il se plairait pas mal à Paris. Donc voilà, donc c'est maintenant il y a un dernier cas qui est un peu épineux. C'est celui de Randal Kolo Muani. Pour conclure notre mercato, justement, qu'est-ce qu'on fait de Randal Kolo Muani ? Moi, je suis persuadé qu'il sera vendu. Vous dites que non. Est-ce qu'il faut garder Randal Kolo Muani ? Je pense qu'on est réaliste. Voilà. On a essayé de le faire. On l'a dit en préambule. On est entre ce que le PSG doit faire et le réalisme. Mais est-ce qu'il faut le garder ? Est-ce qu'il faut le garder potentiellement pour une deuxième saison ? Je vais vous surprendre sur un côté. Je vais vous surprendre, oui. D'accord. Oui, parce que je trouve que notre attaque là qu'on a composée, les gens ont certainement un visu, elle est bien. Mais je pense que l'étoffer avec un mec comme l'étoffer, non, parce qu'il est déjà là, mais vous m'avez compris. Laisser en tout cas Kolo Muani dans cette ligne d'attaque, ça serait pas si bête que ça, parce que je pense qu'avec le départ de Kylian Mbappé, il peut un peu hausser son niveau, il peut avoir un certain sursaut d'orgueil, et montrer aux gens qu'il peut prendre un peu plus de galons au PSG, dans un club comme le PSG, dans un projet comme le PSG, ce qu'il n'a jamais encore fait, on le rappelle. Donc on va surveiller son euro, on va surveiller sa pré-saison, voir s'il reprend confiance. Et de toute façon, nous là, on a blindé un peu notre axe. Moi, je pense que Kolo Muani, là où il peut le mieux s'exprimer, c'est sur un côté. On s'appelle contre Marseille. Et voilà, exactement. Contre le Chili, à Marseille. C'est vrai. C'est réel. Et Marseille, ça m'a fait penser, c'était pour ça. Et là où je trouve qu'on est peut-être un petit peu léger sur notre mercato actuellement, c'est sur le backup au niveau de Barcola. Autant je trouve que par exemple un Kvaratskhelia, même si il signe, je serais très content, je trouve que ça barre trop la route à Barcola, pareil pour Léao. Mais derrière, c'est très cher aussi. C'est très cher. De Laurentiis, on le sait, il va demander. Voilà, c'est des négociations très gourmandes. Énorme. La clause libératoire, il me semble, elle est 170 millions d'euros pour Léao, c'est beaucoup trop. Donc je suis pour faire confiance, et en plus il le mérite, Barcola, d'être titulaire. Mais sauf que derrière, je trouve que Désiré Doué, même s'il a un énorme talent, il s'est pas développé particulièrement en tant qu'ailier, même s'il a les qualités pour le faire au Paris Saint-Germain. Ça manque de valeur sûre, même si Kolo Muani n'en est pas une. Je trouve qu'on étoffe aussi notre attaque en le gardant, et en plus t'as ce côté-là où tu l'as recruté pour 90 millions d'euros, où tu vas jamais t'y retrouver financièrement cet été, et donc voilà, l'année de la deuxième chance sur le côté.
pour faire partie de ce projet, moi je signe, je le garde. Faut garder du nombre en attaque et ouais, pareil. Ok, donc on garde, pour vous, on garde Randall On t'a Colomani. convaincu ou je pense que même oui, je pense tu veux ton non visu mais tout tu seul, parlais peut-être. non mais tu parlais Pourquoi tout à pas. l'heure aussi de on verra son euro. Moi je pense que s'il part aujourd'hui du PSG, c'est pas pour aller au Real Madrid. Donc je pense que lui aussi il a une place quand même à préserver dans le groupe Deschamps et puis, il a tout intérêt à rester au PSG et à prouver au PSG. Exactement, il a potentiellement une place à prendre s'il arrive à mieux s'exprimer dans cette. Il y a vraiment un déclic mental Ah oui, à ça, avoir, c'est en fait. sûr que c'est pour lui, Si là, peut-être qu'on retrouvera le Colomani qu'on a connu avant. Dernière chance Randall. Après tira ailleurs à Dortmund. Exactement. Donc, au total, d'achat, on est à 277 millions d'euros avec ce que je vous ai dit. Et en total de vente, on est à 87 millions d'euros, ce qui fait une balance de 190 millions d'euros de dépenses. Voilà. Ça me paraît plutôt honnête pour un mercato quand même. où t'as un départ de Kylian, où tu renforces ton milieu considérablement. Ça oui. fait des années qu'on le souhaitait. En défense aussi, En tu défense renforces. aussi, tu t'étoffes, tu compenses la blessure de Lucas Hernandez. Exactement. Ouais. Et Moi, en je suis attaque, content, je suis content de- tu vas chercher quand même, tu vas chercher une grosse pépite comme Désiré Doué, tu vas chercher surtout Paulo Dybala qui est pas rien et qui a une sacrée opportunité de marché. Et en été 2025, on va chercher la superstar. Voilà. Erling Haaland est à Paris en ce moment, à l'hôtel. Il prévoit son transfert pour dans un an. T'as pas compris, il est en vacances. Sous la pluie. Oui, bien sûr, Haaland. Voilà. Donc voilà, on est content je pense, de cette équipe qui, Ouais, je pense que qui c'est est la plus entre équilibrée. réalisme et entre, on a mis quelques Ouais. envies perso comme Frenkie de Jong où on sait pas si ça se fera, mais en tout cas, il est potentiellement sur le marché. Le Barça a besoin de vendre des joueurs de ballon, des joueurs d'effort, des joueurs qui ont une bonne mentale, quelques plans, quelques affaires. Mais il a dit aussi en conférence de presse, c'est important, qu'il lui, il n'était pas obsédé par rapport à l'âge. Il cherchait des joueurs de talent qui soient jeunes ou qui aient entre 30 et 35 ans. Donc on pense à un Bernardo Silva, on pense à un Lucas Vazquez. 70-30 avec cette équipe? Là c'est trop tôt, faudra voir. Mais je serai toujours dans le sens. Faut voir Je serai comment- toujours en confiance, je serai toujours positif, je serai toujours optimiste. Faut voir comment les supporters, nos abonnés, prennent par le col Mehdi dès qu'on est aux alentours d'un stade. Mehdi, j'ai bu tes paroles, 70-30. Tu sais qu'au Il y a des sortir, mecs qui m'ont traité de traître et tout. je t'ai fait confiance. Je te jure, mais c'est ça Ouais, ce que bon. j'ai eu moi au sortir du match contre Dortmund quand on a fait le micro-trottoir. Il y a vraiment des supporters qui sont venus et fait « Mais j'ai fait confiance 70-30 !» J'ai dit « Mais il ne peut pas contrôler. » Enfin, Continuez de faire confiance, on est de retour dès le mois de septembre 2024 les gars. Ligue des Champions, nouveau format. donc en tout cas, merci comme toujours d'être aussi nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, on le rappelle, mettre le petit like, la petite cloche pour être au courant à chaque fois qu'on sort une vidéo et puis à commenter, surtout à mettre une Quelle parce note que pour c'est notre important. mercato? Est-ce qu'il est cata? Est-ce qu'il vous séduit? Exactement. Voilà, pour essayer de remporter le nouveau maillot Moi, du Paris Saint-Germain. On peut le dire aussi en off, j'étais vraiment quand même assez nul sur le jeu du mercato, donc je suis vraiment curieux de si vous avez des pistes les gars, n'hésitez pas à commenter. Exactement. Franchement, voir qui les supporters du PSG espèrent attendre, voir. Ce sera intéressant. Il va y avoir beaucoup de euros. Ouais, mais celle-là, Et elle est de Kvara. elle est un Et peu de Kvara. facile. Elle est un peu facile. Ça, on l'a vu dans la presse. On les a mis ou pas d'ailleurs. Mais je veux voir les gens, les pistes intéressantes que les gens pourraient avoir. Ça m'intéresse. Mouillez-vous, Un peu hipster. les amis. Exactement. Ouais, voilà. Vos Calafiori. Eh oui, quel bonheur. Quel dommage de ne pas l'avoir Calafiori. Allez, bonne journée et puis ciao tout le monde. Ciao.